L'Espace Sud aménage votre avenir. Bonjour. Bonjour, monsieur le préfet. Monsieur le représentant du président de la collectivité territoriale de Martinique. Monsieur le maire de la ville de Rivière-Salée, messieurs les maires. Mesdames, messieurs les conseillers communautaires. Mesdames, messieurs les représentants des services de l'État. Mesdames, messieurs les représentants des entreprises, chers collègues, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, je disais que nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la pose de la première pierre du futur siège de l'Espace Sud. Donc, soyez donc les bienvenus tous. Et on va tout de suite commencer la cérémonie d'ouverture de la pose de la première pierre. Et pour ce faire, tout de suite, je vais passer la parole à monsieur le maire de la ville de Rivière-Salée, André Le Sieur. Monsieur le préfet, monsieur le représentant de la collectivité territoriale de Martinique, mon cher président de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud, messieurs les maires, mesdames, messieurs les conseillers communautaires, nous allons dans quelques instants procéder à la pose de la première pierre, non pas seulement d'un bâtiment, d'un édifice, mais d'abord d'un projet, d'un espace de vie, d'une vision pour le développement territorial de notre espace communautaire. À cet instant, nos pieds sont posés sur le sol qui abritera une administration dans laquelle des femmes et des hommes, élus et agents administratifs, vont œuvrer à la destinée du territoire qui regroupe les 12 communes du Sud. Ce geste hautement symbolique, dans son sens premier, indiquait que le lieu choisi pour la construction reposait sur un sol solide et stable. Nous sommes à Rivière-Salée. Et ce bâtiment ne saurait trouver meilleur sol pour être implanté. En plus, vous avez vu qu'il fait bon, qu'ici on respire la chlorophylle des morts, monsieur le préfet. Il n'y a pas de sargasses ici. Il n'y a même pas de chlordécone. On est dans un lieu sain, vous voyez, sain. Mais au-delà de cette boutade, je suis très heureux de participer à cette cérémonie fondatrice. Nous allons ensemble fixer en ce jour et en ce lieu le début d'une nouvelle étape pour l'administration de l'Espace Sud. C'est aussi, je l'espère, le point de départ et la pierre angulaire du développement tant attendu par les acteurs économiques et par la population dans ce secteur de notre territoire. Le temps a pu paraître long depuis le projet initial. La vente du terrain par la ville de Rivière-Salée à l'Espace Sud, les études, les discussions, parfois même des revirements et sans doute quelques renoncements. On n'a pas osé se séparer du bambou qui causait tant de problèmes et qui, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, était une espèce vulgaire. Mais il est là, on l'a contourné, monsieur le président, je crois. Peut-être c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas une variété spécifique ni spéciale non plus. En tout cas, il était temps de mettre en route cet espace où vont s'entremêler développement économique et administration territoriale. Nous créons là un véritable espoir qui nous donne à rêver
à un développement humain et sociétal idéal et vertueux. Nous pouvons à cet instant imaginer cet espace grouillé d'activités et par conséquent générer des flux financiers salvateurs dans une économie insulaire qui en a tant besoin. Nous aurons ici, à cet endroit précis, des créations d'entreprises, des réussites, des rencontres, des joies, des expérimentations. Nous aurons, je l'espère, des jeunes qui essaient, des entreprises qui innovent, des cerveaux qui créent, des expertises qui se croisent et des Martiniquais qui s'épanouissent. Dans quelques mois, nous verrons ici, à Rivière-Salée, pour le Sud et pour la Martinique, s'exprimer l'un des fers de lance de notre attractivité territoriale. Nous n'avons plus le choix. Nous devons nous confronter au monde par l'ingéniosité et l'efficacité dont nous savons faire preuve. Bref, nous y sommes. Allons-y. Il est bien temps. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. C'est maintenant à monsieur Eugène Larcher, président de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud, de nous dire quelques mots. Monsieur le préfet, monsieur le représentant du président du conseil exécutif de la CTM, monsieur le maire de Rivière-Salée, chers amis, messieurs et mesdames les élus, les conseillers communautaires, mesdames et messieurs, les représentants des services de l'État, mesdames et messieurs les représentants des entreprises, mesdames et messieurs, vous le devinez, je suis très heureux de vous accueillir ici à Mopou pour la pose de la première pierre du futur siège administratif de l'Espace Sud. Je remercie tous nos invités de leur présence et je tiens à saluer l'implication de nos services dans la préparation de cette manifestation. Dans des conditions, vous savez, rendues difficiles par les récentes intempéries. Mais le ciel est avec nous aujourd'hui puisqu'il y a un petit soleil, pas trop chaud, bon, enfin. Et puis avec une petite brise, monsieur le maire de Rivière-Salée. La construction de ce siège est une nécessité pour notre communauté. Nos locaux actuels comportent en effet beaucoup d'inconvénients. Trop éclatés, trop exigus, peu fonctionnels, mais aussi trop coûteux puisque les nombreuses locations auxquelles nous sommes contraints représentent un coût annuel de près de 300 000 €, avec notamment les bâtiments de deux villes, de la Villa Déol, de la Villa DSI et de la Villa Céron. En construisant ce siège, nous poursuivons plusieurs objectifs. D'abord, l'amélioration des conditions de travail du personnel et des élus pour leur engagement quotidien au service de la population du Sud. Ensuite, l'amélioration des conditions d'accueil des administrés qui n'auront plus à s'orienter entre différents sites éclatés. Enfin, l'amélioration de l'image de l'institution comme vitrine du territoire sud sur un site qui offrira aux citoyens une vision beaucoup plus cohérente de nos missions grâce au rassemblement des différents services. Dans le cadre de cette opération, la maîtrise des dépenses est une préoccupation majeure. Elle est au cœur de la démarche haute qualité environnementale que nous allons initier. Une démarche qui va réduire les coûts d'exploitation en optimisant l'usage du photovoltaïque en toiture, la récupération d'eau pluviale, le confort thermique, mais aussi l'utilisation de bornes de rechargement pour les véhicules électriques. Tout cela s'ajoutant aux nombreuses dispositions destinées à réduire l'empreinte écologique du bâtiment. Pour réaliser cette opération, un concours restreint de maîtrise d'œuvre avec remise d'esquisses a été lancé en juillet 2013.
Le marché de maîtrise d'œuvre a été signé en septembre 2015 avec le groupement représenté par le cabinet REC. Un diagnostic archéologique anticipé a été réalisé en février 2016 et le permis de construire a pour sa part été accordé en février 2017. Monsieur le maire, merci. Dans un instant, messieurs Alain Zozor, maître d'œuvre, et Franck Mont lui félicité, chef de projet, nous ferons une présentation des caractéristiques techniques de l'équipement. Un équipement dont la fonctionnalité sera optimisée dans la concertation avec les agents, ce qui est déjà le cas à travers un groupe projet. Il me reste pour ma part à préciser que sur les 17 lots prévus dans cette opération, 16 sont déjà attribués et que le coût total des travaux de construction est estimé à 17,5 millions, auxquels s'ajoutent notamment des frais d'honoraires et d'études, un peu plus de 4 millions. C'est donc une opération importante qui est une bonne nouvelle pour le BTP, puisqu'on le sait, le BTP dont on connaît le rôle moteur pour l'économie et les difficultés qu'il traverse actuellement en Martinique. Notre préoccupation pour l'activité et pour l'emploi se traduit aussi par le fait de réserver sur ce chantier 9000 heures de travail à des demandeurs d'emploi du territoire dans le cadre du dispositif des clauses d'insertion dans les marchés publics. Cela équivaut à la signature d'environ 13 contrats de travail et je précise que le lot Espace Vert est entièrement dédié à l'insertion. D'une manière générale, c'est un véritable pôle d'activité qui verra le jour sur ce site à partir d'un terrain que la communauté a acheté en 2010 à la ville de Rivière-Salée, la ville avec laquelle nous échangeons régulièrement sur ce que nous mettons en place ici. Puisque on travaille avec la ville de Rivière-Salée. Outre le siège de la communauté, une zone d'activité économique verra prochainement le jour avec Saint-Paul. Un pôle service aux entreprises, un pôle tourisme et loisirs, un pôle service aux particuliers, un pôle production et enfin un pôle hébergement et accompagnement des entreprises, notamment à travers un équipement de type IPHE, incubateur, pépinière, hôtel d'entreprise. À proximité du siège et du parc d'activité, le groupe Média Gestion implantera un complexe cinématographique et un espace de restauration sur une parcelle que nous lui avons vendue. Je crois donc que les conditions sont réunies pour renforcer à partir de ce site de Rivière-Salée l'attractivité et le développement du territoire sud. Je crois aussi avoir souligné les ambitions sociales, économiques et environnementales portées par l'espace sud à travers la construction du siège. Je remercie toutes celles et tous ceux qui, dans nos services et en externe, contribuent à l'avancée de cette opération. J'en profite pour souligner la qualité des négociations que nous avons menées sur le foncier avec le groupe Média Gestion et les consorts Aurore pour permettre la réalisation de l'œuvre d'accès. Je salue d'ailleurs la présence parmi nous de M. Guy Aurore. Je compte sur les services, sur les entreprises, sur tous les partenaires et notamment les potentiels partenaires financiers pour faire de ce projet un succès. Monsieur le représentant de la CTM, tu comprends très bien que nous comptons sur un investissement de la CTM à nos côtés. Bon. Le démarrage des travaux est prévu pour le mois de décembre, pour une durée de 18 mois. Rendez-vous est pris pour l'inauguration de cet équipement qui constituera un événement important pour notre communauté et pour la ville de Rivière-Salée surtout, et pour l'ensemble du territoire sud. Merci, mesdames et messieurs. Merci, Président. J'invite maintenant M. Louis Boutrin, représentant du président de la collectivité territoriale de Martinique. Merci. Bonjour. Bon, la cour d'or, hein. Bonjour. Bonjour. Monsieur le préfet, monsieur le président de l'Espace Sud, mesdames et messieurs en vos grades et qualités,
sans oublier les agents de l'Espace Sud. Et j'ai réservé tout particulièrement mes remerciements de fin pour Monsieur le maire de Rivière-Salée, qui nous accueille ici aujourd'hui. Alors, Monsieur le maire, on connaît tes habitudes, on connaît ton engagement, mais je ne savais pas que tu étais un petit peu Alzheimer déjà. Tu as oublié l'essentiel. Certes, il y a la chlorophylle, certes, il n'y a pas d'odeur de sargasse, il n'y a pas de chlordécone, mais tu es la seule commune du pays à avoir une zone agricole protégée. Il faut le dire, et qu'à ça se sache. Et ça mérite vos applaudissements. Vous comprenez que la transition est toute trouvée entre la zone agricole protégée, puisqu'on parle d'aménagement du territoire, et cet outil qui est indispensable pour accueillir en premier lieu le public. Donc, chaque fois qu'il y a la construction et la mise en place de nouveaux édifices publics, il faut avoir une pensée toute particulière pour les usagers qui auront à venir ici. Et on espère que la prolongation du TCSP, entre autres, et les dessertes maritimes vont permettre effectivement de faciliter la mobilité de manière à ce que dans l'espace sud, on puisse faciliter la mobilité et la fréquentation de cet édifice. En deuxième lieu, on pense tout de suite au personnel qui travaille quotidiennement, et Monsieur le Président l'a rappelé, dans des conditions pas toujours faciles, et c'est l'occasion pour rendre hommage à l'ensemble des administratifs, Madame la Directrice Générale, à ce personnel dévoué et qui accompagne les élus. Donc, en deuxième lieu, le personnel administratif et les élus, et en troisième lieu, permettez que je puisse avoir un petit clin d'œil pour tous ceux qui, comme moi, œuvrent pour que nous puissions avoir des outils performants. Et ce bâtiment qui est classé haute qualité environnementale est un bel exemple. L'architecte va très certainement, M. Zozor, nous expliquer tout cela, mais d'ores et déjà, je me permets de lui faire un petit clin d'œil. En ce qui concerne les parkings que l'on voit là, ça mérite quelques ombrières. Et des ombrières avec, bien sûr, du photovoltaïque, de manière à ce que l'on puisse maintenant, avec les nouveaux process, avoir des batteries qui nous permettent effectivement de redistribuer dans un deuxième temps l'énergie que l'on aura stockée. Donc, nous sommes tous et toutes dans la même démarche. C'est une démarche vertueuse, une démarche où aujourd'hui on ne peut pas ignorer que notre dépendance au pétrole nous oblige à avoir des comportements innovants. Et toutes les collectivités, quelles qu'elles soient, doivent également avoir une démarche vertueuse en la matière. Donc, j'ai bien compris, Monsieur le Président, que ta collectivité sera exemplaire. J'ai bien compris également, et je terminerai par là, que tu interpelles la CTM, le président de la CTM et à travers moi, lui. J'ai bien compris également que c'est un projet d'envergure, puisque 17 506 000 € rien qu'en travaux, ce n'est pas rien, avec pratiquement 4 à 5 millions également pour le fonctionnement, ce qui nous ramène déjà à 21 millions. Alors bien sûr, la collectivité a été saisie à hauteur de 14 millions d'euros. Nous examinons le dossier. Le moment venu, nous aurons à discuter du niveau où on mettra le curseur et de notre niveau de participation. Mais là où il y a une volonté et un chemin, tu le sais bien, nous serons ensemble. Il ne suffit pas, quand on dit qu'on aime le pays, de se regarder les uns les autres. Aimer son pays, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et j'espère que l'on pourra regarder dans la même direction pour trouver le financement nécessaire à la réalisation de ce nouveau siège. Merci en pile, merci en chaille. Merci, Monsieur Boutret. Donc maintenant, j'invite tout de suite Monsieur Franck Robin, préfet, à prendre la parole. Monsieur le préfet. Merci. Monsieur le maire, qui nous accueille aujourd'hui avec ses conseillers municipaux, Monsieur le conseiller exécutif, Monsieur le président d'Espace Sud, Mesdames et Messieurs les élus, et puis permettez-moi, comme ancien directeur général des services de collectivité, un salut amical et particulier aux fonctionnaires d'Espace Sud, parce que
porter des projets comme cela, c'est souvent une aventure qui remarque dans la carrière. Sur le projet, Monsieur le Président, vous avez dit beaucoup de choses, donc je n'y reviendrai pas. Peut-être soulever et souligner qu'il est particulièrement exemplaire en matière de développement durable, effectivement. Et c'est particulièrement important, je le dis devant le conseiller exécutif en charge notamment de la transition énergétique. Nous sommes actuellement dans une totale mutation en matière d'énergie et de développement durable, puisque nous avions un bilan qui était assez mauvais, il faut le dire, avec 93% de l'énergie produite en Martinique d'origine fossile. Dès la fin de cette année, nous serons à 75%, notamment grâce au projet des éoliennes de Grand-Rivière et d'autres. Et la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, derrière ce sigle parfois un peu technocratique et barbare, on veut tout simplement dire comment on va augmenter la part du solaire et la part des autres énergies renouvelables, la géothermie par exemple. Et donc avec cette nouvelle programmation que la collectivité de Martinique a adoptée récemment, pour 2023, nous serons à un rapport qui ne sera pas tout à fait de 50-50, mais quasiment. Et je veux dire là que on peut dire qu'il se passe des choses très positives en Martinique. Sur l'énergie, la Martinique était très en retard. En 2023 et 2023, ça va venir très vite. Nous serons l'une des toutes premières régions des Outre-mer en matière de production d'électricité par par des énergies renouvelables. Donc il faut le dire, les choses peuvent changer quand on se mobilise tous ensemble, État et collectivités locales, et d'ailleurs aussi les particuliers. Deuxième chose sur le projet que je voudrais aussi souligner, parce que c'est très positif, Monsieur le Président, vous en avez parlé, il y aura 13 emplois qui sont réservés pour l'insertion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas de travail, qu'on va former, et à qui on a dit on va vous recruter parce que ce projet se fait. Je ne parle même pas, et j'en discutais tout à l'heure avec l'entreprise en train de réaliser des travaux, je ne parle même pas des emplois directement liés à la construction. Et là aussi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses extrêmement positives qui se font en matière d'emploi. Certes, il y a un taux de chômage important, mais je dois dire cette bonne nouvelle, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le président de la République ces derniers jours. La Martinique est la 4e région de France pour la mise en œuvre du programme d'investissement dans les compétences, le PIC, que nous avons communément mis en place avec la collectivité de Martinique. C'est près de 5000 chômeurs, 4006 pour être exact, qui sont formés à des métiers dont on a besoin en Martinique, par exemple les 13 qui vont ici travailler dans les espaces verts, hein, Président, c'est ce que vous avez indiqué. La Martinique est tout simplement exemplaire, 4e région de toutes les régions françaises. Ça mérite d'être souligné, et c'est aussi, moi je voudrais vraiment féliciter Espace Sud d'avoir profité de ce projet pour réserver du travail à des gens qui actuellement n'en ont pas. C'est leur donner un avenir positif. Je parlais du président de la République. Vous comprendrez bien volontiers que je voudrais dire un mot de sa visite en Martinique. D'abord parce qu'on n'a pas des présidents de la République tous les jours et que donc c'est un passage forcément historique. Il a dit des choses très fortes sur la croyance qu'il a dans l'énergie positive. Et j'en ai cité 2 exemples qui peuvent s'exercer en Martinique. Et il a indiqué que l'État, pour tous ceux qui avaient des projets, serait au rendez-vous. Nous ferons prochainement, par exemple, dans justement le sud de la Martinique, nous mettrons concrètement en œuvre ces engagements, puisque dans les filières qui ont été citées par le président de la République, figure la filière du nautisme, dans laquelle nous croyons beaucoup. Le nautisme en Martinique, aujourd'hui, c'est 250 entreprises, 1000 emplois. Si on s'y prend bien, si on développe, si on améliore la marina des 3 îlets,
si on améliore encore les possibilités de carénage aux marins, si l'on développe les projets de mouillage organisé dans différentes communes, et monsieur le maire, nous avons eu l'occasion d'en parler, je m'adresse au maire et non au président cette fois-ci, nous avons eu l'occasion d'en parler cet été sur les mouillages organisés, on peut dans les 3 années créer 250 emplois dans le nautisme. C'est du concret, ce sont des choses que vous pourrez vérifier puisque c'est dans 3 ans, c'est-à-dire là aussi demain. Il y en a 1000 aujourd'hui, on peut en faire 250 et on peut donner à la Martinique tous les atouts pour être une destination du nautisme dans les premières, sinon la première, dans la zone Caraïbe. Le président de la République n'a pas seulement parlé économie, et merci monsieur le maire d'avoir cité le mot chlordécone, parce qu'il a dit des choses extrêmement importantes pour le sujet de la chlordécone. Elles sont avant tout importantes parce qu'elles sont positives sur un dossier qui est d'une très grande gravité, tout le monde le sait. Il a clairement indiqué d'abord que l'État prenait sa part de responsabilité et que cette part de responsabilité l'obligeait dans l'accompagnement que nous avons à faire de tous ceux qui sont concernés par la chlordécone et notamment que nous prendrons une orientation très claire vers la mise en place de filières chlordécone zéro dans l'alimentation et que nous accompagnerons tous les agriculteurs, je dis tous sans exception. Il ne s'agit pas de laisser de côté ceux qui actuellement produisent, il s'agit de les accompagner pour les aider à aller vers ce chlordécone zéro dans l'alimentation. C'est tout simplement, il faut le dire, une orientation historique qui est donnée par l'État. Et je réunirai dès la semaine prochaine le comité local de pilotage de la chlordécone pour discuter des façons de le mettre en œuvre. Et je me permettrai, mesdames et messieurs les maires, puisque vous êtes présents, de vous écrire pour vous d'abord bien transmettre les déclarations du président de la République et vous dire quelles peuvent être les premières orientations en la matière. Moi, j'ai toujours dit, depuis que je suis en charge de ce dossier, qu'on ne ferait pas de la lutte contre la chlordécone contre les Martiniquais et les Martiniquaises, mais avec la population et donc avec les représentants des collectivités locales et notamment les maires et la collectivité territoriale de Martinique. Donc vous comprendrez que je me félicite de cette évolution et que je crois qu'il est urgent de la mettre en œuvre très rapidement. Deuxième chose positive qui a été indiquée, et donc je me permets d'y revenir parce que je vois déjà que les esprits chagrins s'expriment dans certains journaux bien lus en Martinique, donc je vais apporter ma réponse. Le président de la République, il est venu avec 40 millions d'euros pour le CHU de Martinique. La ministre de la Santé, qui était avec lui, a reçu les syndicats, a reçu le personnel hospitalier et a détaillé cet apport. Cet apport de 40 millions d'euros, il est indispensable pour que l'établissement fonctionne au quotidien, c'est-à-dire qu'actuellement, il rencontre tellement de difficultés qu'il a du mal à payer les fournisseurs, parfois à quasiment 1 an, 300 jours, c'est bien au-delà des limites légales. Et donc ces 40 millions d'euros vont permettre à l'établissement de mieux travailler avec les fournisseurs, de se restructurer, d'être accompagné dans l'organisation pour fonctionner mieux, avec bien évidemment des efforts à faire en matière d'organisation. Tout le monde le comprendra. Quand on débloque des sommes comme ça, il est assez légitime aussi que des efforts soient faits pour mieux fonctionner, et c'est possible. Et c'est là où je voudrais dire les choses très clairement. Le président de la République a dit aussi qu'un CHU en Martinique, 400 000 habitants, ne pouvait pas avoir toutes les spécialités les plus pointues. Chacun le comprendra. Un CHU, c'est 2 millions et demi
d'habitants en moyenne pour avoir l'intégralité de l'offre hospitalière. Et en tout cas, qu'il doit bien sûr fournir dans la majorité des cas, par exemple les urgences, par exemple la chirurgie, une réponse qui soit la plus complète possible. Mais pour un certain nombre de spécialités, il fallait davantage coopérer, échanger avec le CHU de la Guadeloupe. Voilà, j'ai prononcé le mot qui parfois fait frémir. Qui peut sérieusement dire qu'il préfère avoir des évacuations médicales, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, vers l'Hexagone, plutôt que des évacuations médicales vers la Guadeloupe? Et à l'inverse, en Guadeloupe, qui peut dire qu'il préfère avoir des évacuations médicales vers l'Hexagone plutôt que vers la Martinique? C'est tout simplement du bon sens, chacun peut le comprendre. Les établissements ont des spécialités qui ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, ici, on est très très bon, on a un des meilleurs spécialistes du monde sur la chirurgie des enfants, la chirurgie pédiatrique, et d'une façon générale sur la neurochirurgie. Et bien évidemment, il est légitime que l'on puisse faire profiter, si j'ose dire, nos voisins guadeloupéens de cette excellence, et même au-delà, et c'est les mots du président de la République, l'ensemble de la Caraïbe, et je sais que vous êtes très attachés à la communauté d'espace qui nous réunit, l'ensemble de la Caraïbe doit pouvoir en profiter. Donc voilà, monsieur le maire, monsieur le président, je reconnais que je me suis un tout petit peu éloigné de ce qui nous réunit aujourd'hui, mais je vais réunir les deux événements. Moi, je retiens surtout de ce qu'a dit le président de la République, c'est que certes, il y a des difficultés en Martinique et il faut les regarder en face, mais il y a aussi des réponses. Et quand il y a des bons projets comme celui-là qui offre, vous l'avez souligné, plus de rationalité aussi au service et qui donc procurera des économies de fonctionnement, et bien tous ces projets, ça vaut la peine qu'on se retrousse les manches pour tous ensemble les porter. Je vous remercie. Merci, monsieur le préfet. Alors, comme vous l'annoncez tout à l'heure, monsieur Jeanne Larcher, président de l'Espace Sud, la pose de cette première pierre, c'est l'occasion de vous faire une présentation des caractéristiques techniques de ce projet. Aussi, je vais appeler le maître d'œuvre, monsieur Alain Zozor. Monsieur le préfet, monsieur le conseiller exécutif, monsieur le président Larcher, monsieur le maire de Rivière-Salée, monsieur le maire du Saint-Esprit, mesdames et messieurs les élus communautaires, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je vous prierai de m'excuser puisque je ne suis pas coutumier de l'exercice, donc voilà. Et je vais tenter de vous parler un petit peu d'architecture et du processus qui nous a amené à ce projet. Donc j'interviens au nom de l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre qui ne se compose pas de moi seul, vous l'imaginez bien, sur un projet de cette importance. Donc nous sommes 2 cabinets d'architecture, il y a plusieurs cabinets d'ingénierie, économistes, paysagistes, etc. Donc le parti architectural de ce projet est comme très souvent le résultat de l'analyse du programme au fil des atouts, mais surtout des contraintes du site. Ces contraintes préexistantes sont variées, telles que la forme tout en longueur de ce site et sa topographie, qui en font des atouts tout de même en termes de ventilation et de visibilité, ou encore l'environnement paysager et réglementaire, et enfin, une situation géographique et pourquoi pas historique au cœur de notre territoire. L'unité foncière considérée est composée de plusieurs parcelles et totalise ainsi 96 225 m². Elle présente une topographie qui varie d'environ 10 mètres entre ses points hauts et bas. Et compte tenu de la hauteur limitée au plus, nous avons été amenés à réaliser une plateforme en arasant la partie supérieure d'environ 6 mètres. Précisons également que la frange végétale existant le long de la route départementale et de la route nationale est conservée et correspond d'ailleurs à la limite de la zone rouge du PPR. Donc l'accès au projet se fera via la route départementale 7 et la voie interne du parc d'activités de Mopou. Les aires de stationnement du projet sont implantées en périphérie du bâtiment selon une circulation en boucle. Elles regroupent au total 204 places de stationnement, dont 10 places réservées aux personnes à mobilité réduite et 4 places réservées aux véhicules électriques.
Un espace de stationnement pour les 2 roues est également prévu dans la partie nord du projet. Précisons également qu'un cheminement dans le cadre du développement futur des transports en commun, du TCSP, dont a parlé le conseiller exécutif à l'instant, un cheminement réservé aux piétons et vélos a été créé depuis la route départementale 7 et dessert alors le bâtiment par sa façade nord. Ce parti architectural, nous allons le décliner dans ses différents aspects, à savoir esthétique, la composition, la volumétrie et enfin la fonctionnalité. Pour l'aspect esthétique tout d'abord, et qui pourrait peut-être surprendre certains, nous nous sommes inspirés de l'histoire de cette terre, et notamment de l'activité industrielle et agricole autour de la canne à sucre qui couvrait jadis une grande partie de la zone. Nous avons opté pour une forme de sobriété, à l'image de nos anciennes usines aux formes simples et linéaires, avec leurs grands pans de mur, en briques rouges, plus ou moins ajourées, et qui formaient socle. De même pour leurs toitures symétriques à 2 pans. Ces bâtiments étant, en effet, à notre sens, beaucoup plus proches de l'échelle de notre projet en termes d'impact dans le paysage que toute autre référence à une architecture vernaculaire de type logement ou habitation. De même, nous nous sommes inspirés des principes largement éprouvés de ventilation et d'éclairage naturel filtré par les persiennes d'antan, ainsi que la forme verticale très allongée des ouvertures traditionnelles. Outre ce socle en briques qui viendra ancrer notre bâtiment dans le site, la couleur dominante sera le blanc, comme il était d'usage à l'époque sur la plupart des bâtiments institutionnels ou administratifs d'importance, tels que la préfecture par exemple ou au nombre de nos anciennes mairies. De cette réflexion, nous avons proposé une réinterprétation contemporaine des archétypes de ces constructions martiniquaises pour en intégrer les fondements dans notre projet. Elle nous renvoie à un processus, le mot est peut-être présomptueux, d'intemporalité dans lequel nous souhaitons inscrire ce projet et que nous exprimerons en 3 mots, hier, aujourd'hui et demain. La volumétrie, tout comme la composition du projet, sont issues d'une réflexion formelle menée autour de la compacité et de lignes directrices. Ces lignes directrices sont constituées des 2 corps de bâtiments principaux, orientés dans le sens naturel de la parcelle, le sens nord-sud. Nous y avons porté des inflexions en forme de brisures qui viennent rompre la linéarité de l'ensemble, leur conférant ainsi une certaine dynamique. Ces bâtiments principaux sont reliés par des bâtiments passerelles qui surplombent une ouverture au cœur même du projet. Se créent ainsi des patios qui constituent une respiration dans la composition d'ensemble. Ils permettent un changement d'échelle puisque ce lieu plus intime prend la forme de petits jardins dédiés à la détente et à la convivialité. Le gabarit des corps de bâtiment, d'une largeur d'environ 10 mètres, a été conçu selon des aspects fonctionnels et de confort, permettant de desservir des bureaux que nous avons voulu fonctionnels, aux dimensions variables, avec une circulation centrale. Ainsi, tous les espaces de travail bénéficient d'ouvertures sur l'extérieur. Ils sont éclairés naturellement et peuvent alors, au besoin, être également ventilés tout aussi naturellement. Notre bâtiment se développe ainsi sur 3 niveaux de plancher, totalisant une surface d'environ 7700 m². Aucune des zones techniques ou de livraison ne sera directement visible du public. Pour les usagers qui seront accueillis en façade sud du projet, sur laquelle nous sommes, un traitement particulier mettra en scène ce bâtiment au travers d'un cheminement et d'un parvis architecturé et végétalisé menant au hall d'entrée. Le socle du bâtiment, constitué de son premier niveau, sera habillé de briques de terre cuite, en rappel au vocabulaire vernaculaire déjà évoqué, mais aussi malheureusement un savoir-faire peut-être en voie de disparition. Cela nous permet d'inscrire le projet dans son contexte, d'unifier la base de l'ensemble et de l'asseoir sur le site. L'utilisation de ce rappel sur la façade sud du bâtiment fait office de repère visuel également, en identifiant clairement l'accès principal par un élément singulier qui fait signal. C'est le mur de la salle du conseil, que vous voyez sur la vue là, qui s'avance tel une proue pour mieux marquer l'accueil. Nous y voyons 2 symboles. En premier lieu, l'ouverture avec une entrée transparente, que nous avons voulu élégante et intemporelle en forme de creux, qui accueille et qui reçoit. Elle marque la transition extérieure-intérieure dans une relation d'échange avec son environnement naturel et humain. En second lieu, la salle du conseil, en forme de proue, ou encore de fer de lance, comme a pu l'évoquer monsieur le maire de Rivière-Salée. Je rebondis sur cette expression. Car c'est bien ce conseil
qui a pour vocation d'impulser, de guider et de mener à bien les affaires de toute la communauté de l'Espace Sud. Enfin, pour ce qui est de la fonctionnalité, l'entrée principale disposée au creux est donc protégée des vents dominants, donc des petites averses récurrentes, débouche sur le hall qui dessert les différents espaces du bâtiment, dédiés aussi bien au public qu'aux différents services. Il permet également d'accéder à la salle du conseil en forme d'amphithéâtre d'une capacité de 120 places. Les espaces techniques sont disposés autant que possible en façade nord, à l'arrière du bâtiment et sont ainsi séparés des espaces accessibles au public. Les bureaux sont regroupés par service et répartis sur les 3 niveaux que comporte l'édifice, le long des circulations qui seront ventilées naturellement. Précisons également que l'ensemble des éléments de façade largement vitrés bénéficient tous d'une protection solaire, permettant de filtrer le rayonnement, donc du soleil bien évidemment, dans les espaces intérieurs pour un meilleur confort des usagers. La structure de l'édifice est principalement constituée de voiles porteurs en béton armé ainsi que des dalles qui seront en béton armé, donc l'ensemble de la structure en béton armé. Et je précise que bien sûr elle respecte les règles de construction parasismique et paracyclonique. Les menuiseries extérieures et les ventelles, qui font pour nous office de persiennes, seront en aluminium laqué pour des raisons évidentes de pérennité et de facilité d'entretien. L'aménagement intérieur restera somme toute classique en termes de prestations habituelles pour les bâtiments administratifs de ce type. La charpente est métallique et la couverture en bac acier isotherme sera largement ventilée. Elle recevra sur sa plus grande partie des panneaux solaires et photovoltaïques dans un souci bien évident d'économie d'énergie. De même, la récupération de l'eau de pluie permettra d'entretenir les espaces verts. En conclusion, je dirais qu'à l'instar de ce qui a pu se faire dans le passé, notre projet veut démontrer que la simplicité des formes que nous connaissons et qui font partie de notre paysage, au-delà des artifices et des effets de mode, peut se combiner harmonieusement avec la complexité des fonctions ou encore d'usage. Fort de cette démarche, le bâtiment pourra s'inscrire de manière sensible et durable dans notre paysage, avec son esthétique originale et intemporelle. En tout cas, nous l'avons voulu ainsi. Cet équipement ouvert sur son environnement participera pleinement, nous l'espérons en tout cas, au développement de tout le sud de la Martinique au bénéfice de sa population. Je vous remercie avec mes excuses pour les petits couacs. Merci, Monsieur Zozor. Voilà, donc avant de passer à la concrétisation de la pose de la première pierre, nous allons entendre le chef de projet, Monsieur Franck Monlouis Félicité, chef de projet à l'Espace Sud. Monsieur le préfet, monsieur le conseiller exécutif, monsieur le président Eugène Larcher, monsieur le maire de Rivière-Salée et du Saint-Esprit, messieurs les élus, messieurs et mesdames les administratifs et collègues, presque tout ayant été dit, j'apporterai quelques éléments. Je suis introduit en tant que chef de projet, ce qui sous-entend que cette opération est menée en mode projet, et ce qui a permis justement de bénéficier du concours de quasiment toutes les directions de la communauté d'agglomération, et au travers justement de cet échange fructueux d'intelligence, de savoir et de partage, eh bien nous arrivons à obtenir peut-être un parfait équilibre entre l'environnement qui nous entoure, entre l'utilisation des espaces du bâtiment et puis peut-être aussi ce qui concerne le cadre du travail, que l'on pourrait presque appeler cadre de vie, compte tenu du fait que nous passons davantage de temps conscient au travail que chez soi, si l'on oublie bien entendu le temps du sommeil. Donc nous avons ce temps qui est privilégié, même si ce n'est pas le temps le plus recherché, mais il est profitable aussi à chacun. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'interviendrai peut-être en rajoutant quelques éléments qui n'ont pas été évoqués. Donc juste quelques rappels techniques. On a bien dit c'est un bâtiment en R+2, donc rez-de-chaussée et 2 niveaux, ce qui ne justifie donc pas d'ascenseur, même si pour l'accessibilité aux handicapés, tout sera respecté bien entendu. Alors avec une conception, l'architecte ne l'a peut-être pas précisé, mais humble et en même temps fédératrice, puisque les bureaux auront des volumes assez homogènes, 11 mètres carrés, 12 mètres carrés, 14 mètres carrés en fonction des différentes responsabilités, donc assez sobre et en même temps fonctionnel, avec des profondeurs de l'ordre de 4 mètres. Et puis aussi pour permettre une fonctionnalité de l'ensemble des services, des passerelles qui permettront davantage de privilégier les relations horizontales et moins verticales. Donc c'est toute une approche aussi intéressante.
Et puis au milieu de ces haches, comme j'ai entendu parler, eh bien des patios qui, avec leur végétation et tous les équipements qui seront prévus, et permettront un cadre de vie avec vraiment une qualité, une ventilation naturelle, cela a été précisé, et puis aussi une perspective visuelle qui donne à l'ensemble du bâtiment, de l'intérieur comme de l'extérieur, justement, ce confort et ce bien-être que nous espérons tous dans les lieux de travail et qui, j'ai envie de dire, pour l'instant n'est pas vraiment respecté sur nos différents sites, puisque l'on fait avec les équipements dont on dispose pour l'instant, et ce n'est pas toujours évident. Juste pour préciser aussi, l'architecte en a parlé, un maintien de la végétation existante. Alors, j'ai bien dit que toutes les directions quasiment ont travaillé sur ce projet, mais j'ai envie de mettre à l'honneur peut-être une direction, si vous me l'accordez. J'espère ne pas faire de jaloux parmi les autres directions, mais j'ai envie de pointer du doigt la direction de l'écologie, parce que je crois qu'elle a vraiment apporté une touche particulière et qui a aussi touché la sensibilité du conseiller exécutif et de monsieur le préfet. Effectivement, c'est un bâtiment qui, grâce, je dirais, à cette direction, qui a apporté avec fermeté et quelquefois même une certaine forme d'autorité, et on les reconnaît, ils se reconnaîtront, justement ces éléments qui permettent de bénéficier vraiment d'un espace agréable avec le maintien de la végétation, donc des arbres qui seront plantés, mais qui seront des arbres indigènes pour une adaptabilité absolue par rapport à l'environnement existant et de la végétation qui est déjà là. Et puis cela a été précisé aussi, et j'espère que cela comptera dans l'intervention de la CTM. Eh bien, effectivement, on a voulu que l'arrosage se fasse à partir de récupération d'eau de pluie qui iront dans des cuves, mais ce n'est pas que cela. Le bâtiment sera composé, sera supporté, ou du moins supportera des panneaux photovoltaïques sur l'ensemble du bâtiment, pratiquement 600 mètres carrés, donc qui permettront une autosuffisance, autoconsommation de ce bâtiment avec une production, les chiffres sont approximatifs, on verra sur au niveau des résultats, mais l'objectif est environ 155 kW crête. Alors c'est de l'énergie solaire, ça correspondrait environ à 300 000 kWh par an. Donc on a vraiment un équipement à la pointe à ce niveau-là, avec, bien entendu, cela a été précisé, des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Donc là aussi, il y a une impulsion qui est donnée pour cette économie verte, et j'ai même envie de dire cette économie couleur or, puisqu'il s'agit du soleil, et qui fera, j'imagine, la fierté de notre structure. Et puis, juste pour préciser aussi que, comme cela a été dit, on a compris, on le sait, le coût véritable de la construction d'un bâtiment, le coût de travaux, ne représente que environ 30% de l'ensemble de la dépense sur un investissement que l'on amortit sur une cinquantaine d'années. Et c'est donc que les 70% restants correspondent davantage à tout ce qui concerne les grosses réparations, l'entretien, la maintenance. Et donc dans le cadre de ce projet aussi, nous aurons à mettre en œuvre une GMAO, donc une gestion des maintenances assistée par ordinateur, probablement sous la responsabilité de la direction des bâtiments et infrastructures, que je salue au passage, puisque j'en suis. Et donc là aussi permettre que ce bâtiment réponde parfaitement aux besoins. Et puis peut-être juste un petit détail, puisque je vois qu'il y a devant nous des dalles. Alors juste préciser que les dalles que nous voyons là et qui peuvent avoir le fini poli juste au pied, grâce à cette innovation de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud, eh bien, nous avons bénéficié du premier prix du concours des Outre-mer durables. Donc là aussi, avec du matériau recyclé, donc du verre, 70% de verre avec le mortier. Donc là aussi, c'est montrer à quel point la communauté d'Espace Sud, dans le cadre aussi de l'implication de la direction écologie, est fermement attachée à une dynamique tournée vers l'avenir. Donc c'est à ce titre-là que je crois que ce bâtiment sera vraiment un bâtiment exceptionnel, avec bien entendu non pas sur l'ensemble du siège, mais certains emplacements seront équipés avec ce matériau donc, qui a été retenu par l'entreprise notamment titulaire du marché. Je vous remercie. Merci. Eh bien, maintenant, le moment tant attendu, on va effectivement concrétiser la pose de la première pierre. Et donc, j'appelle Monsieur le Président de l'Espace Sud, Monsieur le Préfet, Monsieur le maire de la ville de Rivière-Salée. Oui, bien sûr, Monsieur le représentant du président de la collectivité territoriale de Martinique, bien entendu.
Monsieur le représentant. Voilà. On concrétise. Jean-Yves, vous faites travail où? Eh ouais. On a fini. Pour rattraper les manques du préfet là. Non, pas seulement le préfet. Ces messieurs-là, ils n'ont pas l'habitude de... Président, regardez. Pas démodé, là. Pas démodé. C'est pas grave. La matière première, là. Allez, c'est bon, nous, on peut vas-y. On peut peut-être y les boucles là, quand même. Voilà. Voilà. La pose de la première pierre du futur ciel de l'espace sud est posée. C'est pas fini.